Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Voici les titres à la une ce midi. Après le mouvement de grève de la SNCF et des trains annulés, se pose maintenant la question du dédommagement des voyageurs. La compagnie privilégie des réductions, mais les associations souhaitent d'autres gestes. À Nîmes, dans le Gard, les infirmiers libéraux crient de colère. Ils tractaient pour se faire entendre leur mécontentement à la population. Samedi, en cause des salaires trop bas, une pénibilité non reconnue et une charge administrative trop forte. Après la mort de l'opposant au Kremlin, Alexei Navalny, vendredi, sa mère n'a toujours pas pu récupérer sa dépouille. Les résultats de l'autopsie doivent être diffusés la semaine prochaine, d'après les autorités russes. 900 tonnes de batteries au lithium sont en train de se consumer ce dimanche dans un entrepôt de stockage en feu depuis la veille à Viviers dans l'Aveyron. Les premières analyses de l'air semblaient écarter pourtant toute pollution chimique. Une fois de contrariété passée de voir son train supprimé, les usagers se demandent comment être remboursés ou quelle alternative leur est à leur proposer. Il était impossible d'échanger nos billets, nous avons dû prendre un itinéraire bis, s'indigne une usagère. Cependant, le remboursement du billet n'est pas toujours automatique. 3 possibilités se présentent. Soit se rendre sur le site de la SNCF sur Internet, soit dans un guichet physique ou sur une borne, comme nous l'explique Corinne Rougerie. Passer la contrariété de voir son train supprimé, comment se faire rembourser ou trouver une alternative? Ce n'est pas toujours simple. Nous devions aller de Bordeaux jusqu'à Valence et donc en raison des grèves, notre train a été annulé. En voulant l'échanger, l'échange a été impossible, donc j'ai dû annuler le billet et on a pris un itinéraire qui s'appelle les itinéraires bis, un itinéraire beaucoup plus long. Le remboursement n'est pas automatique. Il faut soit annuler son billet et renoncer à voyager, soit l'échanger sans frais s'il reste de la place. 3 moyens pour le faire, sur le site SNCF Connect ou dans un point physique, guichet ou borne. Mais parfois, cela peut se corser. Exemple, avec ce voyageur en transit à Paris. J'ai tenté un remboursement, mais le train n'est ni remboursable ni modifiable. L'explication, il a pris un TER remboursable jusqu'à la veille seulement du voyage. Côté dédommagement, la SNCF a prévu une réduction de 50% sur l'achat d'un prochain voyage dans les 30 jours. J'ai cru comprendre qu'ils allaient nous envoyer un geste commercial spontané. J'attends de voir. On a reçu un avis de bon de voyage, donc un remboursement total du billet, plus un bon d'achat pour un prochain voyage. Pour les autres dépenses causées par un train annulé, ce représentant des voyageurs plaide pour des indemnités. Notre association, la FNOT, demandera à la SNCF de réfléchir à un dédommagement qui aille au-delà du billet remboursé lorsque le désagrément a entraîné des frais supplémentaires du type hébergement imprévu ou restauration. Sur ce week-end de vacances scolaires, près de 150 000 voyageurs ne pourront pas partir en train selon la SNCF. Les infirmiers libéraux traquent sur un péage de Nîmes dans le Gard hier au matin. Ils veulent alerter les automobilistes sur leurs conditions de travail et portent des revendications assez sévères et claires. Revalorisation des tarifs de leurs actes, simplification de l'administratif ou encore hausse des indemnités kilométriques, autrement dit hausse des salaires. Pour une infirmière, les tournées commencent à 6h30 du matin. Elle passe la moitié de son temps sur la route et touche seulement 2,75 € brut d'indemnité par chaque déplacement. On ne s'en sort plus, confie-t-elle. Propose de regarder ce reportage signé Marie Mulquet. Madame, je prends quelques secondes de votre temps. Je me permets de vous donner ce petit flyer. Donc nous sommes les infirmiers libéraux en colère. Opération tractage sur ce péage de Nîmes ce matin. Les infirmiers libéraux veulent alerter les automobilistes sur leurs conditions de travail. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas été revalorisé, 28% d'inflation, pas de pénibilité pour notre retraite et à 67 ans à peu près. Les revendications sont claires, revalorisation des tarifs de leurs actes, simplification de l'administratif ou encore hausse des indemnités kilométriques. Cette infirmière commence ses tournées à 6h30 du matin et passe la moitié de son temps sur les routes. Pour chaque déplacement, 2,75 € brut d'indemnité.
C'est insuffisant, clairement c'est insuffisant. Avec le prix de l'essence, le taux d'inflation au prix où on s'en sort plus. Autre demande des infirmiers libéraux, de la reconnaissance quant à la pénibilité de leur travail. Nous lui faisons sa toilette dans son lit tous les matins, nous la mobilisons toute seule et tout ça n'est pas reconnu en tant que pénibilité au travail, alors que je peux vous assurer qu'à la fin de la journée, on a mal au dos, on a mal de partout. Pour gagner moins de 2 000 € net par mois, les infirmiers libéraux sont obligés de multiplier les soins, jusqu'à 30 patients par jour. Dans ces conditions, difficile de s'attarder chez les patients, de l'attention dont ils ont pourtant besoin. Quand je la vois ou que je l'appelle, je lui pose plein de questions et ça me rassure. Mon infirmière, j'en ai besoin. Grands oubliés du Ségur de la santé, beaucoup d'infirmiers libéraux craignent ne pas pouvoir tenir le rythme jusqu'à la retraite. Depuis l'annonce de la mort d'Alexei Navalny vendredi, sa mère recherche toujours son corps sans relâche. Il est introuvable. Elle s'est rendue dans la colonie pénitentiaire russe dans laquelle il purgeait sa peine en prison et est repartie avec un simple document officiel lui annonçant donc sa mort. Mais elle n'a pas pu voir sa dépouille. Bien qu'elle se soit rendue à la morgue, le corps demeure encore introuvable. Nous attendons toujours le certificat de décès officiel, a fait savoir Kira Merci, porte-parole d'Alexei Navalny. Reportage de notre correspondante qui se trouve sur place à Moscou, en Russie. Depuis hier, elle cherche sans relâche le corps de son fils. La mère d'Alexei Navalny s'est rendue dans la colonie pénitentiaire où il purgeait sa peine. Elle repart avec un document officiel confirmant sa mort, mais elle n'a pas pu voir sa dépouille. Les autorités carcérales l'ont renvoyé vers la morgue de la ville de Salékhard, où le corps serait retenu par les enquêteurs pour analyse. Mais là encore, devant les portes closes, l'avocat de la famille ne peut rien faire. Le corps est introuvable. On lui a dit qu'il était le 7e à appeler aujourd'hui et que le corps d'Alexei n'était pas à la morgue. La porte-parole de Navalny accuse les autorités de mentir et de tout faire pour ne pas remettre la dépouille à la famille. Nous attendons toujours le certificat de décès officiel. Nous demandons à ce que le corps d'Alexei Navalny soit immédiatement remis à sa famille. La famille réclame en vain son corps, et cela ajoute encore un peu plus de mystère sur les causes de sa mort. Pas de certificat officiel, seulement ce communiqué publié hier sur le site de la colonie pénitentiaire, où il est indiqué qu'Alexei Navalny est décédé après un malaise soudain. La commission d'enquête promet de son côté qu'une autopsie est en cours et qu'ils donneront les résultats la semaine prochaine. En attendant, des centaines de moscovites se sont succédés toute la journée pour déposer des fleurs en hommage. Des regroupements interdits, avec des arrestations parfois musclées. Cet homme est maintenu de longues secondes la tête dans la neige. Tête en bas, avance. Lève-toi, lève-toi. Attrape-le par les jambes. Avant d'être amené de force. Pas moins de 340 manifestants ont été arrêtés aujourd'hui, d'après une ONG russe des droits de l'homme. Un incendie massif s'est déclaré ce samedi dans un entrepôt de stockage de 3000 m² situé à Viviers dans l'Aveyron. Il brûle encore à l'heure où nous parlons ce dimanche matin, alors que 900 tonnes de batteries au lithium se consument toujours à l'intérieur. Dès les premières heures, un périmètre de 500 mètres a été établi autour de l'incendie. La population reste confinée jusqu'à ce soir, comme nous l'explique Olivia Longevalve. Un incendie massif qui diffuse une épaisse colonne de fumée noire visible à des kilomètres. Il est 14h hier quand les 3000 m² de cet entrepôt de stockage s'embrasent. Ce matin, il brûle encore. À l'intérieur, 900 tonnes de batteries au lithium se consument. L'entreprise se situe dans la commune de Viviers en Aveyron, à proximité de maisons. Dès les premières heures, un périmètre de 500 mètres autour de l'incendie est établi. Population confinée jusqu'à hier soir. C'était un véritable feu d'artifice hier. Je n'ai jamais vu ça. Ça a explosé dans tous les sens. Je trouve ça scandaleux. Il y a un moment, le maire a dit « faut rentrer, il y a des produits toxiques dans l'air ». Voilà, c'est pour ça que j'ai un masque. Pour éviter que le feu se propage, 70 pompiers sont restés mobilisés toute la nuit car même s'il est maîtrisé, l'incendie est particulièrement difficile à éteindre.
On est sur un feu de masse, on est sur des feux de métaux qui nécessitent des quantités d'eau très importantes. Et donc la stratégie à ce stade est de contrôler l'incendie, mais non pas de chercher à l'éteindre parce que ce serait compliqué. Une tâche rendue difficile par la présence des batteries au lithium. Leur combustion présente-t-elle un risque de pollution chimique? Des premières analyses effectuées dans l'air semblent écarter tout danger pour la population et l'environnement, d'après les autorités. Il n'y a pas de souci reconnu par rapport à la pollution au niveau de particules ou de métaux, puisque c'est des batteries, effectivement, lithium-ion qui ont brûlé, mais la batterie lithium-ion, il y a des métaux, mais il y a beaucoup de plastique. Les contrôles liés à l'éventuelle pollution vont se poursuivre aujourd'hui. L'origine de l'incendie, elle reste inconnue. Une enquête tentera de la déterminer. On parcourt des kilomètres avec sur le bitume ou sur la pelouse nos chaussures. Nos grandes favorites récupèrent de nombreuses saletés à l'extérieur. Certains demandent d'ailleurs à leurs invités de se déchausser avant d'entrer dans leur domicile, comme Élise Guillerot. Elle propose même des chaussons aux équipes de France Télé, mais certains n'osent pas le demander par politesse. Pour Élise, retirer ses chaussures permet de maintenir l'hygiène de son appartement. Reportage et rencontre signé Nabila Tabouri. Parcours des kilomètres avec. Sur le bitume, sur la pelouse, nos chaussures envoient de toutes les couleurs et de toutes les matières, même les moins appétissantes. Alors chez certains, a germé une idée, demander à leurs invités de laisser leur godillot à l'entrée. C'est le cas d'Élise Guerrillo. Bonjour Élise, c'est l'équipe de France 2. Bonjour Nabila. Alors il y a une petite règle chez moi, c'est de se déchausser. Avec mon collègue, on a joué le jeu. Finalement, on est plutôt bien dans nos chaussettes. Mais au cas où, Élise a tout prévu. Des petits chaussons, un peu comme à l'hôtel en fait. C'est le principe que dans les chambres d'hôtel, on se déchausse, donc c'est pareil. Et pour vraiment les récalcitrants qui ne veulent pas enlever leurs chaussures, j'ai ces fameuses petites protections. C'est pas très esthétique, mais ça fonctionne bien. D'autres invités arrivent, ses parents et un ami. Eux aussi doivent montrer patte blanche, en tout cas déchaussés. Aujourd'hui, j'ai mis des chaussures à lacets. Donc tu te déchausses pas? Catherine, la maman, est plus récalcitrante. De notre temps, on n'enlevait jamais les chaussures quand on rentrait dans une maison. Vous voyez encore, je vois chez moi, les gens gardent tout le temps les chaussures. Ça me gêne de dire aux gens, enlevez vos chaussures. L'appartement d'Élise Guerrillo fait à peine 45 mètres carrés. Pas d'entrée, on arrive tout de suite dans le salon. Faire déchausser ses invités, c'est pour elle une question d'hygiène. C'est un petit cocon, donc j'aime bien que ça soit assez clean. Déjà pour éviter qu'après, je fasse des nettoyages. Loin d'être dans leurs petits souliers, les invités se sont adaptés. On est plus à l'aise en chaussettes qu'en chaussures. Non, c'est vrai, non, sûr. Vous vous sentez plus à la maison? Plus à la maison et puis plus respectueux vers elle, quoi. Les chaussures dehors, les chaussons dedans. Une tradition très répandue dans de nombreuses cultures. Au Japon, c'est une règle sociale. Gare à celui qui ne la respecte pas. Et chez nous alors? Comment réagirions-nous si notre hôte nous demandait de laisser nos souliers sur le palier? Il y a ceux qui ne se déchausseraient pour rien au monde et qui ont une excuse. Si j'avais un trou dans la chaussette, admettons si je me rends compte, je les enlève pas les chaussures. Ah non, j'ai pas les pieds qui sentent, heureusement, mais par contre, je suis assez petite, j'ai toujours des chaussures avec un petit peu de talon, et pour moi, ça me conforte. Et il y a ceux qui n'y voient aucun problème, bien au contraire. Le fais d'office, sans qu'on me demande. C'est vrai? Pourquoi? C'est une sorte de respect. Une maison, ça doit être propre, par terre, donc je pense que c'est une question d'hygiène. Déjà, j'ai été éduqué comme ça. Il faut dire que depuis le Covid, on se méfie de toutes les sources de contamination. Les semelles de chaussures en sont-elles une? Pour avoir le cœur net, on est allé faire analyser les nôtres à l'Institut Pasteur. Un prélèvement, et voilà le résultat. Sous nos semelles, 500 000 bactéries au nom barbare, à commencer par les redoutés Escherichia coli. Dans la rue, il y a beaucoup de matières fécales qui sont étalées, donc c'est beaucoup de bactéries qu'on retrouve dans les matières fécales, et donc qui viennent se positionner sous les chaussures. Mais on retrouve également certainement des entérocoques, des streptocoques, et puis aussi les petites jaunes, là un peu, c'est du staphylocoque. Heureusement, beaucoup de ces bactéries sont en général inoffensives. Alors un conseil... Quand j'ai des invités, je ne demande pas qu'ils retirent leurs chaussures, parce que qui contaminent le sol, ça a peu d'importance. Par contre, j'ai tendance à leur dire... Allez vous laver les mains, on va se mettre à table et on va se contaminer plus en serrant la main de quelqu'un, puis après en portant les aliments, le pain à la bouche, que par les chaussures.
Tout n'est donc pas qu'une question d'hygiène. Sur le paillasson se joue aussi une certaine idée de l'accueil, d'après ce sociologue. Cette idée, elle vient peut-être aussi de l'hospitalité. Enlever ses chaussures, c'est un signe pour dire faites comme chez vous. Alors, pour ne plus venir chez les autres avec ses gros sabots, plusieurs options. Opter pour des élégantes et réconfortantes chaussettes ou tenter d'amuser la galerie avec une bonne paire de pantoufles un peu décalées. C'est la fin de cette édition du Midi. Je vous souhaite de passer une très belle après-midi et on se donne rendez-vous ce soir à 20h dans le Grand News Soir. Très belle après-midi. À tout à l'heure.